Merci d'être avec nous ce soir. Donc je me présente rapidement. Je suis Guillaume Grandasy et donc je représente ce soir l'espace de réflexion éthique de Normandie, donc, qui a le plaisir d'avoir été associé à l'organisation de cette soirée et à l'invitation de Madame Braun. Et je représente aussi mon collègue Grégoire Moutel, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir et qui est le directeur de l'espace éthique de Normandie et qui est par ailleurs le chef du service de médecine légale au CHU de Caen, et donc particulièrement aussi concerné par ces questions des violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Et donc cette soirée s'inscrit aussi dans on va dire, un petit cycle un peu plus large qu'on a fait récemment de plusieurs soirées justement d'information à Caen, à Lisieux notamment, sur les violences faites aux femmes et sur la prise en charge, notamment des femmes qui sont victimes de violences, puisque, vous le savez peut-être, mais là, en France, il y a eu des évolutions législatives ces derniers, en 2021 notamment, qui ont conduit à inciter davantage les professionnels de santé à signaler les violences faites aux femmes, et parfois même sans le consentement des dites femmes. Donc c'est voilà, des évolutions qui, pour la plupart, considèrent que ça va dans le bon sens, hein, que c'est bien ça fait partie des mesures de protection de ces femmes, mais qui soulèvent quand même des questionnements éthiques chez les différents acteurs, et notamment les professionnels de santé concernés, puisque ça implique de déroger à des principes, des grands principes de l'éthique médicale, et notamment le respect du secret professionnel, hein, du secret médical, de la confidentialité de ce qui se passe dans une consultation, et puis aussi de déroger au principe du respect de l'autonomie de ces femmes, puisque on va envisager de signaler ces violences même en l'absence du consentement de ces femmes. Mais encore une fois, c'est dans un souci de protection des personnes. Et c'est aussi dans ce contexte-là que s'inscrit cette conférence de ce soir, qui va focaliser notre réflexion et l'attention sur les mineurs, hein, qui, aujourd'hui, en tout cas en France, sont aussi considérés comme des victimes directes quand il y a des violences conjugales. Et donc ça, c'est aussi une évolution importante. Et je n'irai pas plus loin. Je vais tout de suite passer la parole à Martine Balançon. Merci. Bonsoir à tous. Donc, chers amis Canet, chers amis de la SFPML, de la SFP, du GEM et de Bretagne d'ailleurs. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce soir sur cette soirée qui est organisée effectivement avec l'espace régional éthique de Normandie, le CHU de Caen, le service de pédiatrie, Claire Dupont et Philippe Écart, l'ensemble des collaborateurs. Bien sûr, l'EPRED aussi, hein, l'équipe pédiatrique régionale référente enfance en danger, l'UAPED du CHU de Caen. La liste est longue, l'Université de Caen-Normandie. Et vraiment un grand merci de nous accueillir et d'accueillir aussi un peu peut-être la folie qu'on a pu donner en début d'été en disant « Jocelyne vient en France et si on l'invitait ?» Voilà, Jocelyne, elle est professeure de pédiatrie médico-légale, elle est membre d'honneur de la Société française de pédiatrie médico-légale. On travaille ensemble depuis plusieurs années, on a écrit un bout du livre de pédiatrie médico-légale ensemble. Elle est professeure de médecine, de pédiatrie et de pédiatrie médico-légale à l'Université de Columbia à New York. Elle est directrice du Child Advocacy Center de Manhattan. Et on a la chance, elle est en France pour quelques mois pour un Erasmus senior, c'est ça? Fulbright. Fulbright. Voilà, et donc le thème de son travail, c'était effectivement enfants et violences conjugales. Et finalement, on a Jocelyne à l'issue de ces 3 mois de Fulbright en France. Donc c'est vraiment un grand honneur. Merci beaucoup au nom de nous tous de partager ce moment avec nous. La question qui est posée aujourd'hui, hein, c'est celle des violences conjugales, la place de l'enfant. Jusqu'en 2010, on imaginait qu'un père violent pouvait être un bon père. Les choses ont changé sur le plan législatif. Et aujourd'hui, on considère que les enfants victimes de violences conjugales sont victimes de violences intrafamiliales.
Mais en même temps, 2014, c'est aussi, on est quelques années, enfin, on est 2 ans avant la loi de 2016. On est aussi quelques années avant la Civise. Les violences intrafamiliales, la place de l'enfant, bien sûr, c'est les violences conjugales. Et les violences conjugales font lit certainement de beaucoup de violences. Et c'est aussi le sujet qui va nous occuper ce soir. Mais les violences intrafamiliales, la place de l'enfant, c'est aussi les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles et les négligences graves qu'il convient de traiter. Et c'est tout un enjeu aujourd'hui de le faire sur le territoire normand avec les équipes qui sont déjà en poste. Voilà, donc ce que nous propose Jocelyne ce soir, c'était ça la commande, c'était une revue de la littérature et puis aussi parce que on se connaît bien et je la connais bien, c'est un peu l'esprit critique et pétillant de Jocelyne sur une vision européenne et nord-américaine du traitement des violences conjugales chez l'enfant. Donc merci Jocelyne, on passe la soirée ensemble. Je suis ravie d'être ici. J'ai juste eu quelques minutes pour aller voir la splendide abbaye aux hommes. Il faut aller voir les femmes, je suis sûre, demain. Mais merci, je suis ravie d'être là. Et merci, Martine. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. C'est toujours un plaisir. Donc, on a 1 heure à peu près. À peu près. Donc, on a un petit peu... c'est un petit peu le projet ici, c'est de définir ce que c'est qu'un enfant victime. Je sais qu'on a eu quelques échanges, Martine, où je pense que nous, on utilise davantage témoin, mais je comprends qu'ici, c'est plutôt le mot victime. Je crois que on veut dire la même chose. Donc, définir ce que c'est qu'un enfant victime. On va revoir les conséquences des violences conjugales sur les enfants. Et puis, je voulais vous partager avec vous quelques succès, quelques écueils, parce qu'à la fin de cette présentation, même après avoir vraiment regardé la littérature, je pense qu'on a les mêmes problèmes et que ça serait peut-être intéressant. Pourquoi? Le problème, c'est que est-ce qu'on protège l'enfant ou est-ce qu'on protège la mère? Et je crois qu'on est tous un petit peu dans nos fonctions, que ce soit de médecin, de clinicien, ou bien qu'on travaille avec la protection infantile. Quelquefois, on prend une partie, c'est-à-dire on regarde l'enfant, mais on oublie la mère, on regarde la mère, on oublie l'enfant. Et je crois qu'on doit tous mieux faire, que ce soit ici ou aux États-Unis. Je crois qu'on a tous un petit peu les mêmes problèmes. Et puis, en fait, sans vous dire c'est ça qu'il faut faire, je pense que j'ai réfléchi un petit peu en fonction de ce que j'ai vu. J'ai visité beaucoup de maisons de femmes en France et des UAPED, et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut proposer une évaluation pour les enfants qui sont victimes de violences conjugales? Alors, on va commencer avec les définitions de l'OMS sur qu'est-ce que c'est que la violence aux femmes, la violence domestique, donc, qui est définie par tout acte de violence au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie. Il faut ajouter à ça des violences économiques, des privations de ressources financières, un maintien dans la dépendance, et aussi des abus en ce qui concerne l'immigration. J'ai des références à la fin, mais je me suis vraiment appuyée sur un rapport clinique, Clinical Report by Thackeray, dans le journal Pediatrics de l'Académie de pédiatrie, qui revient vraiment sur qu'est-ce que c'est que la violence domestique aujourd'hui. Et pour les pédiatres, les médecins généralistes, mais aussi pour les maisons de femmes et pour les unités médico-judiciaires ou pour les UAPED. La porte d'entrée est un peu différente, mais je voulais penser un petit peu dans ces situations différentes, comment peut-être on peut aborder le sujet un peu différemment. Et donc, il faut aussi tenir compte de l'immigration. Et certaines maisons de femmes ont été axées, par exemple, sur les migrantes. Mais je pense que quand on pense à la violence domestique,
Il y a le concept d'intersectionnalité. Je ne sais pas si vous vous connaissez ce nom ou ce concept, qui est le fait que quelquefois on est femme et on est victime de violences conjugales, mais on est femme racialisée, donc ou précarisée, donc on a en plus des problèmes d'accès aux soins. Et puis, on est migrante, donc on a un trajet où on a peut-être d'autres violences sexuelles. Peut-être il y a eu des mutilations. Donc, ce qui veut dire que quand on pense aux violences et quand on pense à l'intersectionnalité, on pense à vraiment, dans la personne, plusieurs identités, un petit peu, si on veut, et que dans ce mot d'immigration, ça veut dire que il peut y avoir différents types de violences dont on doit se rendre compte. Et puis l'immigration, c'est aussi un moyen de terroriser, de garder la femme sous un certain contrôle. Une femme sur 3, c'est à peu près ce qu'on trouve, 35% au cours de leur vie ont été victimes de violences conjugales. Et ce qui est important, c'est que la majorité des femmes victimes ne signalent pas ces faits ni à la police, ni à une organisation d'aide aux victimes. Mais par contre, et ça c'est bien reconnu, soit dans les travaux des agences ou des agences au niveau communautaire, ou aussi dans les recherches qui ont été faites, c'est que les femmes, elles vont chercher de l'aide pour les enfants. Donc, quand on pense à la prévention, il faut penser à ça parce que c'est un autre moyen d'aider encore les enfants. Donc, si on regarde un petit peu encore, ça c'est des chiffres qui sont en France, de 125 000 femmes par an, entre 18 et 75 ans. Alors, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours à peu près, une femme qui est violée toutes les 7 minutes. Et c'est un coût, la violence domestique, c'est un problème de santé publique. Donc, ça coûte énormément à la société. Il y a des conséquences, dont l'une, c'est la mort. Donc, ça, c'est des statistiques de 2016, 123 femmes tuées, 34 hommes par conjoint ou ex-conjoint, et des conséquences sur des avortements, des problèmes de grossesse à risque et des prématurés, et puis aussi des dépressions, des problèmes mentaux. Donc le coût et les conséquences sont énormes. Alors, quelques statistiques sur des populations spéciales. Les adolescents. Donc, ceci, c'est une étude qui est récente, 2016, où on a interviewé des adolescents entre 12 et 18 ans, où on voit que la prévalence est quand même assez haute, 69%, qui disent que quel que soit, il n'y avait pas de privilège, que ce soit garçon ou fille, qui ont été victimes de violences dans leur relation actuelle ou l'année passée, en général avec un petit ami ou une petite amie, qui sont la plupart du temps psychologiques, donc pas physiques, mais que aussi 63% admettent qu'ils sont auteurs de violences. Ils sont à la fois victimes et ils perpètrent la violence. Je pense pour ceux qui travaillent avec des adolescents, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, effectivement, les couples, parce que dans toute société, la famille traditionnelle, elle a plusieurs formes. Mais si on regarde sur les communautés de même sexe, il y a un petit peu moins de données, mais la violence existe aussi, et surtout dans les transgenres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un article dans Le Monde au mois de novembre, je crois que c'était le 2 ou le 3, sur le traitement des transgenres. C'était la section de sciences au monde et médecine, où il y a vraiment un problème d'accès aux soins et de transphobie.
des choses qui rendent ces victimes encore plus difficiles pour les reconnaître et puis pour les traiter. Alors, est-ce que vous connaissez le ACEs? Adverse Childhood Experiences, quelque chose qui vous parle un petit peu? Non. Donc, c'est une référence, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment transformé le champ du traumatisme pour nous aux États-Unis. Alors, on réfère ça à l'ACEs, c'est Adverse Childhood Experiences, et en français, c'est expérience traumatique de l'enfance. C'est une étude qui a été faite entre 95 et 97. Pardon. En Californie, ça faisait partie d'une assurance qui s'appelle Kaiser Permanente, où donc ils venaient pour faire des bilans médicaux, et ils ont pris une population, c'est à peu près 9500. Cette étude, elle se repose sur à peu près 9500 personnes, en majorité des femmes plutôt de middle class, de société moyenne, blanche. Et après avoir eu un bilan médical, on leur a envoyé un questionnaire chez eux. Et ces questionnaires comprenaient ces facteurs qu'on appelle des facteurs de risque. D'une part, des questions de maltraitance, du genre, quand vous avez grandi, est-ce que vous avez été victime, est-ce que vous avez été battu, est-ce qu'on vous avez été victime d'abus sexuels, d'abus psychologiques, et est-ce que vous avez grandi, ça c'est le dysfonctionnement familial, est-ce que vous avez grandi dans une famille où il y avait un parent qui avait une maladie mentale, un parent qui était en prison, et il y avait la violence conjugale. Et ils ont mis tout ça ensemble, et en fait, ils se sont aperçus de plusieurs choses. D'une part, que la majorité, il y avait à peu près 60% de cet échantillon qui avait au moins un risque, un facteur de risque, un ACE. Et il y en avait à peu près 17-18% qui en avaient 4 ou plus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait une association. Une association, ça ne veut pas dire que c'est une causation. Comment on dit causation? Que c'était responsable. Mais il y a une association entre les facteurs de risque et des maladies de santé, des comportements à risque, tels devenir toxicomane, devenir alcoolique, devenir fumer beaucoup. Et qu'il y avait ce qu'on appelle le dose response, c'est-à-dire plus on avait des facteurs de risque, plus vous avez la chance d'avoir en fait des maladies chroniques à l'âge adulte, comme l'obésité, comme les emphysèmes, comme le cancer. Et cette étude, c'est Felitti qui l'a décrite et qui était sponsorisée par le CDC, qui est le Center for Disease Control. Donc, et de là est venue cette notion qu'on appelle la pyramide ACEs, ce qui veut dire que les expériences qu'on a dans l'enfance, donc à haut risque, font que les gens développent des comportements à risque, comme fumer, comme avoir beaucoup de partenaires sexuels qui leur donnent des maladies sexuelles, etc. Et qui, à la fin, résultent dans une mort beaucoup plus précoce. Donc, au point de vue santé publique, c'est énorme, parce que ça veut dire, et ça voulait dire à l'époque, que justement, si c'est un moyen de prévenir les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, le cancer, eh bien, il faut en fait faire de la prévention de la maltraitance. Et je crois que cette connexion, elle est vraiment énorme, et je crois que pour nous tous, je pense que vous êtes ici d'une manière ou d'une autre, vous travaillez avec dans ce problème de traumatisme ou de violence. Quand on parle de prévention, il faut vraiment penser à ça.
Alors, c'est Felitti donc, qui a commencé à avoir ces associations, qui a commencé à dire, bon, comment on explique ça? C'est des comportements à haut risque. Mais ensuite, on a commencé à mettre la biologie derrière ça. Alors, c'est des groupes de Harvard qui ont commencé à voir comment on explique tout ça. La violence conjugale, puisque c'était un facteur de risque, on voit que dans cette étude, elle augmente l'abus émotionnel. En fait, elle est reliée à tous les abus physiques, sexuels. Ça veut dire que si vous avez été victime de violences conjugales dans l'enfance, vous avez 6 fois plus de chances d'être victime d'abus émotionnels, 4 fois ou 5 fois presque plus victime d'abus physiques, et à peu près 3 fois plus d'abus sexuels. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment dissocier, encore une fois, le paradigme où c'est la mère, où c'est l'enfant. En fait, c'est la même maladie. C'est la même maladie, c'est le milieu toxique. Hein? Et que quand vous voyez une femme qui vous dit elle est victime de violences conjugales, elle a peut-être aussi été victime d'abus. Et donc, c'est important, c'est une chose dont il faut se rappeler. Et l'autre chose, il y avait aussi pareil, la même dose response, c'est-à-dire plus il y a de violences conjugales, de violences domestiques, plus le risque de ces maladies est grand. Alors, comment on explique ça? Alors, donc, Felitti a dit c'est les comportements à haut risque. Donc, est venu le stress, c'est-à-dire alors on divise le stress dans plusieurs formes. Le stress positif, c'est quand vous avez un vaccin, vous avez un petit peu, vous pleurez ou l'enfant pleure, etc., puis il se remet tout de suite. Le stress tolérable, c'est peut-être quand vous avez un ouragan ou ces inondations dans le Finistère où bon, ça va mal, mais éventuellement vous allez vous en remettre. Quand on parle de maltraitance, c'est le toxique. C'est-à-dire, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'un enfant va être négligé, il va avoir des carences émotionnelles. C'est tous les jours ou une fois par semaine qu'il va être abusé physiquement. Et c'est le concept du stress toxique. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des stress toxiques? Il y a des effets au niveau du cerveau. Et quand vous comprenez qu'il y a des effets au niveau du cerveau, vous comprenez aussi les effets secondaires sur les enfants. Parce qu'il y a des problèmes d'apprentissage, des problèmes de mémoire, des problèmes pour gérer le stress. Et ça a été aussi prouvé avec des PET scans où on voit les effets au cerveau, où il y a en fait moins qui est réduit au niveau du tissu, etc. Donc ça, c'est à peu près dans les années 2000 où on a commencé à voir aussi que non seulement il y avait l'anamnèse, mais maintenant il y avait des effets qu'on pouvait mesurer au niveau du cerveau. Et on sait que cet effet toxique, donc, est au niveau des changements anatomiques du cerveau, du système neuro-endocrinien, parce que vous êtes sous stress constamment, donc vous allez produire des hormones qui se relâchent dans tout le corps, qui sont toxiques, qui affectent le système immunitaire, donc les maladies immunitaires. Et maintenant, on parle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la révolution. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants en médecine ici, mais c'est sans doute... pour ceux d'entre nous qui ont les études de médecine un peu plus loin, c'est sans doute ce qui va tout changer dans les 20, au revoir, dans les 20 ou 30 années qui viennent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais faire ça assez simple et c'est pas évident à suivre, mais ce qui se passe, c'est que quand on parle encore de ces effets, des effets du stress toxique qui change les comportements, etc., ça se passe au niveau biologique. C'est au niveau cellulaire où les changements se passent. Et ça se passe, c'est pas que l'ADN change, mais c'est ce qu'ils appellent la méthylation de l'ADN et de l'ARN messager qui sont affectés et qui affectent la façon dont les jeunes s'expriment. Et ça, c'est complètement nouveau. Si
J'ai un article dans les références si vous voulez commencer à regarder ça, mais c'est important parce que c'est ça qui va changer. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Et donc, si on veut regarder, comme une collègue parle de ce stress toxique, de cette maltraitance, de ce milieu, le milieu toxique de violence conjugale où il y a tout ça, c'est une épidémie silencieuse, donc avec des facteurs de risque, avec un stress toxique, et on sait le stress toxique, il a plus d'impact sur les petits à partir de l'utéro jusqu'à l'âge de 6 ans, où les enfants se forment, apprennent, etc. L'épigénétique, elle nous aide à répondre. C'est le lien entre le pourquoi, comment et quand la maltraitance est responsable de dommages de santé physique et mentale. Donc, encore une fois, c'est au niveau cellulaire. Et quand on comprend ça, on peut le changer. Et je pense qu'il y a déjà des compagnies, des gens qui mettent beaucoup d'argent pour changer ça, parce que c'est comme ça qu'on va soigner les cancers, etc. Mais l'origine, c'est le stress et c'est ce dysfonctionnement dont on a parlé. Alors, maintenant, on va voir comment on définit le mineur victime de violence conjugale. L'enfant ou l'adolescent peut être exposé. Alors, pour moi, je définis un petit peu différent parce que ça m'aide de la façon dont j'approche le diagnostic et ce que je vais faire. Peut-être qu'on peut être pas d'accord avec ça. Pour moi, il y a deux genres. On parle de témoins et on parle de victimes. Je comprends qu'ils sont tous victimes, mais quand on dit victime, je vous le montrerai, c'est un enfant qui est physiquement, le père veut battre la mère et l'enfant il porte l'enfant et l'enfant reçoit un coup et a une fracture du crâne. Ça c'est victime, c'est assez clair, c'est l'enfant en danger, c'est le signalement. Pour moi, c'est clair. Mais il y a tous les autres cas. Et c'est une étude qui a été faite par Hamby et Finkenhall. Avant ça, c'était Jeffrey Edelson, où finalement, ils ont montré qu'il y a plusieurs façons dont l'enfant est témoin / victime. Donc, l'enfant peut voir. Right? L'enfant est là, il voit ce qui se passe. L'enfant peut être dans sa chambre, il peut entendre ce qui se passe. L'enfant peut intervenir, soit pour séparer les parents, soit pour aller appeler la police. Ou bien il peut participer, quelquefois, même l'auteur peut encourager l'enfant à prendre parti. Ou quelquefois, l'enfant n'était pas là, mais il voit la mère qui a des marques, des hématomes sur le visage. Ou bien il voit la conséquence, c'est que tout le monde part en famille d'accueil ou dans un... donc il se demande ce qui se passe. Et dans d'autres cas, l'enfant, il y a une conversation et l'enfant se rend compte de ce qui s'est passé. Alors, ça, c'était bien mesuré par une étude donc, qui a été faite par Hamby et Finkenhall, une fois qui a été supportée par le Center for Disease Control, qui s'appelle NATSCAV. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interviewé à peu près 5000 familles où il y avait des enfants qui étaient là jusqu'à l'âge de 17 ans. Ils ont interviewé les enfants par téléphone, les enfants qui étaient entre 10 et 17 ans. Ils ont interviewé directement. Pour les enfants qui avaient moins de 10 ans, ils ont choisi un enfant dans la famille. Ils ont interviewé le parent. Et ils ont posé des questions très claires. Où était l'enfant, comment ça se passait. Ils sont arrivés à donc, ces chiffres, c'est-à-dire un enfant sur 15, 6% qui sont victimes de violences physiques. On parle d'enfants qui voient. Ce n'est pas les enfants qui reçoivent, c'est les gens qui voient des violences physiques. À peu près 6% qui voient des violences psychologiques. Le père qui donne un coup de poing dans le mur. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ils sont aussi mesurés qu'en plus de ces violences, il y avait des violences entre les frères ou les sœurs, ou alors il y avait une tante ou une grand-mère qui aussi se frappait. Et ça, quand on met ça, ils sont arrivés à un chiffre de 11%. Mais quand on regarde le total de ce qui se passe, la majorité, 90%, sont des enfants qui voient les choses.
Ça, c'est pour la violence physique encore, ce que les enfants voient quand les parents se battent, c'est pas la violence psychologique soit dans l'année précédente, soit dans toute leur vie. Et on voit, c'est quand même rare, heureusement, que les 1% pour les parents qui sont, c'est les violences sévères où les parents, l'auteur étrangle la mère, ça c'est assez rare. Mais on voit quand même que la majorité, c'est les enfants qui voient les parents qui se poussent. Quels sont les auteurs? Alors ça, évidemment, c'est je ne sais pas dans quelle mesure ça s'applique à la France, au point de vue social, mais je pense que toutes les données reconnaissent que c'est quand même les hommes qui sont les auteurs. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être autrices. Je veux dire que quelquefois, on n'a pas envie de dire ça, mais les conséquences sont un peu différentes au point de vue mort et décès. Et là, on voit que c'est aussi, alors je ne sais pas, peut-être que ça change, ça serait un peu différent en France en fonction des constitutions familiales, mais c'est aussi les petits copains de la mère. Mais les mères peuvent être responsables aussi de violences. Ici, il y en a 12%, et les autres, c'est les grands-mères, les tantes, etc. Alors, ce que font les enfants, ils ne sont pas neutres. Hein. Moi, je me souviens même encore quand je demande dans mon histoire, dans mon anamnèse, quand la mère me dit oui, elle est victime de violence, je dis où sont les enfants? Ah, ils n'entendent pas. Ils sont pas là. Ils n'entendent pas. Je crois qu'en tant que parent, c'est vrai, même pas dans les violences, je crois qu'on sous-estime toujours ce que les enfants savent quand on ne savent pas dans les conversations. Mais là, vous voyez, ils sont quand même, presque 50% interviennent. Ils nous appellent, ils sont... donc, en fait, un enfant n'a pas besoin d'être témoin de violence conjugale pour avoir des conséquences délétères. Les conséquences, elles existent à tout âge. Alors, le petite enfance, des comportements impulsifs, elle va repenser au stress toxique et l'effet au niveau des comportements du cerveau. Tout ça, quand on commence à mettre tout ça ensemble, moi, je trouve que la science et les articles, etc., ça nous aide à dire, ben, si on sait tout ça, il faut qu'on travaille ensemble. On ne peut pas être, je suis dans mon UAPED ici, je suis dans la maison des femmes là, je suis dans les soins là, je suis à la justice là, et puis moi je fais mon petit boulot. Non, on ne peut pas. Si on veut changer les choses, il faut travailler ensemble. C'est pas facile. Hein. Je ne dis pas qu'on réussit toujours. Hein. Mais je crois que quand on voit ces chiffres, etc., ça dit qu'il faut qu'on travaille ensemble. Dans le petit enfant, le comportement impulsif, problème de sommeil, contrôle émotionnel, l'âge scolaire avec les problèmes d'apprentissage scolaire, le harcèlement. Souvent comme auteurs, ce sont eux qui harcèlent les autres enfants, et les adolescents avec des conduites à risque qui manquent aussi l'école. Alors, problèmes somatiques, on reparle, l'hyperactivité, la dépression, l'anxiété. Souvent, ils ont peur quand les parents se séparent, ils ont des cauchemars. Ce qui est important, on va le redire après, c'est, encore une fois, si on traite la mère ou si on traite l'enfant, c'est d'éduquer la mère sur les conséquences. Si l'enfant est hyperactif, c'est pas parce que il ressemble au père et qu'il est impossible. Non, c'est parce qu'il est exposé à la violence conjugale. Et en fait, c'est Dr. Doe, D-O-W-D, qui a fait une étude et qui a montré que, en fait, les mères, elles étaient contentes, elles accueillaient le fait d'être éduquées par leur pédiatre. Alors, je dis pédiatre, mais je sais qu'ici, il y a beaucoup plus, autant peut-être de médecins généralistes que des pédiatres. Donc, c'est qui traite les enfants en tant que soignants. Les mères, elles veulent être éduquées.
Donc, je crois qu'on a aussi dans la prévention, c'est leur apprendre que c'est pas un enfant impossible, mais que c'est parce que effectivement, il y a eu des effets sur ce que l'enfant a vu, ce que l'enfant a entendu. Conséquences scolaires, problèmes de concentration, problèmes d'apprentissage. Il faut aussi éduquer les enseignants. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans les écoles. Je sais que nous, je crois peut-être vous faites un meilleur travail en travaillant avec l'école. Nous, c'est assez difficile, en tous les cas, sur New York. Mais je crois que c'est important. Et de les aider aussi, surtout quand ils font beaucoup de signalements, etc. Qu'est-ce que cet enfant a subi? Comprendre le pourquoi des choses. Alors, conséquences physiques aussi. Merit a fait beaucoup d'études là-dessus. Retard sur les vaccins. Alors, vous avez quelque chose qu'on n'a pas, c'est le livret carnet santé, c'est un atout. L'avantage quand on vient comme ça pour 3 mois, c'est vraiment de comparer les choses et on se dit, ah mais si je pouvais ramener ça là-bas. Les carnets de santé, c'est quand même le lien de savoir ce qui se passe entre médecins, entre PMI, etc. Ça, c'est bien. Mais, donc, on regarde sur les vaccins. Donc, posez ces questions quand vous avez tout ça. Pensez à la violence conjugale. Et puis, augmentation des facteurs à haut risque. Conséquences en psychologie, le syndrome post-traumatique, qui n'est pas toujours évident à diagnostiquer chez les petits, insomnie, instabilité, problèmes de concentration, problèmes relationnels avec camarades, harcèlement comme auteur, et quand même quelque chose qui est assez chilling, c'est 30% d'enfants qui ont été victimes vont devenir auteurs. Alors je le redis, parce que je crois qu'on tous, alors ça c'est, je fais des commentaires parce que je pense que je me dis, nous on n'est pas mieux, on fait pas beaucoup de choses pour les petits garçons qui sont qui voient la violence. Je pense qu'il faut qu'on fasse des préventions très tôt, que ça soit des notions de genre, des notions patriarcales, etc. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'il faut qu'on développe des traitements préventifs et qu'on apprenne très tôt. Je sais qu'ici, il y a eu tout un débat sur le harcèlement et apprendre aux enfants l'empathie. Il faut aussi apprendre la violence, mais comment on peut faire autrement et se fixer un peu sur les enfants, les petits garçons. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre la maltraitance et la violence conjugale? On a déjà parlé de l'ACE Study. Ça, c'est des études qui sont assez solides. Alors, ça dépend si on fait des études dans les familles d'accueil, c'est pas les familles d'accueil, c'est les shelters, quand les femmes partent de la maison et qu'elles sont dans des... non, elles sont dans des foyers. C'est ça, oui, des foyers. Alors, si on fait des études dans les foyers ou si on fait des études plus représentatives, on a des chiffres un peu différents, mais c'est quand même entre 30 et 60%. Si vous avez de la violence conjugale, vous allez avoir de la maltraitance. Vous allez avoir de la maltraitance, vous allez avoir de la violence conjugale. L'idée, c'est que pour prévenir la violence conjugale, il faut prévenir et anticiper la maltraitance. C'est une façon de faire de la prévention de la violence conjugale. Et Maggie, qui a fait une étude, donc elle a pris des familles qui, à la naissance, qui recevaient une espèce de support. C'est des nurse partnerships, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, mais c'est des choses qui ont été fondées, qui marchent assez bien pour prévenir la maltraitance. PMI, en fait, c'est un peu la PMI, mais ça s'appelle Nurse Parent Partnership. Alors, parce que nous, on a un système médical qui est horrible. Alors, c'est des infirmières qui viennent, c'est ça, qui viennent à domicile pendant les 2 premières années, les 3 premières années et qui aident les parents à comprendre, etc. La PMI, c'est ça. Nous, on a, malheureusement, avec notre système médical, on n'a pas ça. Mais donc, ils ont comparé dans les PMI, dans l'équivalent, les familles où il y avait la violence conjugale et là où il n'y avait pas la violence conjugale. Ils ont montré qu'à l'âge de 5 ans, quand les familles où il y avait la violence conjugale, à l'âge de 5 ans, ces enfants avaient été abusés physiquement, sexuellement, émotionnellement. Donc, c'est quand même assez... Et ça, alors ça, c'est aussi, je parlais au début
des cas, alors je crois que c'est peut-être ça que tu vois, toi Martine, comme moi, dans les UAPED, c'est-à-dire, ou les urgentistes, c'est-à-dire c'est les enfants qui viennent aux urgences parce que la mère portait l'enfant et l'enfant s'est reçu un coup. Et mais ça, c'était une étude qui a été faite, ça s'appelle EXTRA, c'est des évaluations qui ont été faites dans les hôpitaux aux urgences aux États-Unis, où ils ont évalué les enfants qui venaient avec des problèmes d'abus physiques. Ils ont repris les cas où il y avait la porte d'entrée, c'était les violences conjugales. Et ils ont regardé en fait les examens physiques des enfants. Ils se sont aperçus qu'en fait, la plupart du temps, il y avait pas, la mère n'a jamais dit que l'enfant a reçu des coups, ou elle ne le savait pas, ou elle l'a nié, on ne sait pas. Et que dans ces cas-là, il y avait des enfants qui avaient en fait des blessures, et que la majorité des enfants qui avaient des lésions sérieuses comme des fractures ou des hémorragies cérébrales, c'était des enfants qui avaient moins de 12 mois. Ce qui veut dire encore que les enfants à haut risque, c'est vraiment les petits. Donc, d'un point de vue diagnostic, UAPED, etc., c'est d'être beaucoup plus agressif. Enfin, peut-être c'est le côté américain, je ne sais pas, mais de faire un diagnostic, une démarche diagnostique agressive chez les enfants de moins de 12 mois parce qu'on n'a pas forcément l'histoire, l'anamnèse derrière. L'examen physique peut être négatif, donc c'est le CAT scan, le skeletal survey. Tu dis ça, comment tu dis, l'examen radiologique. L'imagerie corps entier. Oui. Avec permission, évidemment. On ne peut pas toujours faire ça, mais ça veut dire qu'il y a encore plus de victimes dont on peut mesurer. Je pense qu'au point de vue judiciaire, c'est quand même important si tu peux mesurer ce qui s'est fait. Alors, j'aimais bien ce quote du juge Durand. La violence est l'instrument utilisé par l'un des parents pour exercer un pouvoir sur l'autre et créer puis maintenir un rapport de domination d'un sujet sur un objet. L'idée, c'est que je vais aborder là les cas où les parents sont séparés, il y a la garde au père ou à la mère et il peut avoir des... Alors, je ne sais pas si ça se passe, si tu fais ça, moi on en fait pas mal, c'est-à-dire dans un contexte de violence domestique et d'une séparation, où l'un des parents accuse l'autre d'avoir de maltraitance physique. Souvent, il y a un petit copain, une petite copine, d'abus sexuels, etc. Donc, on fait ces évaluations. Alors, il y a 10 ans, à peu près 5 ans, on a fait une étude dans notre CSI à l'hôpital et on a montré, en fait, que quand il y avait une violence conjugale, il y avait, les parents avaient une probabilité de s'accuser l'un l'autre et de maintenir un conflit au niveau judiciaire beaucoup plus grand, et d'embarquer tout le monde avec. Alors, quelquefois, moi, je sais que la réponse des autorités, de la police, des assistants de l'ASE, c'est souvent, c'est difficile, hein, c'est difficile d'avoir de l'empathie quand on écoute la mère, on a l'empathie, mais il faut voir les deux. Et la recommandation, c'est vraiment de faire ces évaluations. C'est APSAC, c'est une autre association qui demande d'avoir des protocoles. Alors, je ne sais pas qui fait ces études, qui fait dans les cas où les parents, judiciairement, ils ont des conflits et où on demande une évaluation des enfants. Qui est-ce qui fait ça chez vous? L'évaluation, elle est conduite, soit on est dans une situation soit on est dans une situation d'information préoccupante, et auquel cas l'évaluation sera conduite par les professionnels du conseil départemental qui est chef de file de la protection de l'enfance, soit effectivement l'évaluation va se faire dans les suites d'un signalement judiciaire, auquel cas il y aura le volet pénal qui va être exploré, notamment avec l'UMJ et l'UAPED, enfin voilà, dans tous les cas sur le volet médico-légal pénal, et en assistance éducative, puisque la justice française prévoit 2 volets, c'est-à-dire le volet pénal de la sanction pénale de l'auteur et le volet de la protection
qui est un volet civil, et auquel cas, dans le volet civil, il y a une évaluation donc, qui est faite au plus près par les départements ou parfois conduite par d'autres services, les services d'AMMO, la PJJ et d'autres services mandatés par le juge des enfants. Donc c'est vraiment gradué à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut faire, faut être sûr qu'on sait ce qu'on fait dans ces cas-là et sur des protocoles parce que on peut très vite être embarqué dans elle dit, je dis, elle dit, ça peut être assez difficile. Quand on a ouvert le centre à Manhattan, j'ai voulu standardiser les questions de violence conjugale, étant donné toute la littérature. Et j'ai été un petit peu me promener, comme je me suis promenée en France pour voir plusieurs groupes. J'ai été voir plusieurs UAPED et j'ai repris un questionnaire qui est utilisé dans l'Ohio. Et alors, je ne sais pas si vous faites systématiquement, si vous posez des questions, si vous utilisez des protocoles ou comment. Alors, Macmillan a montré que les femmes n'ont pas... les études montrent que les femmes elles se sentent pas... elles sont d'accord pour qu'on leur pose des questions. C'est les médecins les cliniciens qui ne savent pas poser des questions. Les femmes, elles sont d'accord. Mais là, une façon où on peut le faire, qui est assez neutre, c'est soit de faire, si on a des iPads dans la salle d'attente et on leur donne des trucs anonymes, ou bien nous, on a un papier, un crayon et on leur donne ça. Et moi, quand je vois la mère, donc je vois dans les évaluations, moi, je vois la mère seule. Je ne vois pas la mère avec l'enfant au départ. Après, je vois l'enfant. Donc, j'ai ça devant moi et je demande, question ouverte, vous avez dit, dites-moi plus. Tell me more about, dites-moi. Et ensuite, comme ça, j'arrive pour essayer de décider est-ce que c'est vraiment l'enfant est en danger, est-ce que je dois faire un autre signalement. Et je crois, on va le redire, mais je crois que c'est... on n'est pas formé on ne sait pas comment poser ces questions. Et je crois qu'il faut... Et entendre les réponses. Et entendre les réponses. Donc, je crois qu'il faut vraiment se former pour ça. On en parlera un petit peu. Et donc, une étude qualitative que j'ai trouvée qui était assez intéressante, c'est que même quand les parents se séparent, l'abus continue. Les enfants sont manipulés, souvent par l'un des parents. Il y a une parentification de l'enfant. Et ce qui veut dire que, encore une fois, si ces enfants sont vus dans un centre de soins, la PMI, ça dépend dans quel... Parce qu'il y a une séparation et qu'il y a des gardes de l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres abus. Donc, il faut que l'enfant soit continué à être pris en charge. Et la chose, je voulais quand même parler du syndrome d'aliénation parentale parce que c'est le SAP, chez nous, c'est le PAS, Parental Alienation Syndrome. Je crois que, je ne sais pas, peut-être on en parle moins ici, mais je crois qu'il y a certains médecins pas médecins, enfin certains juges qui utilisent encore le syndrome d'aliénation parentale comme quelque chose qui est définitif. C'est un syndrome psychiatrique. Il peut avoir une aliénation dans une séparation des parents, mais ça, il n'y a pas de science derrière le syndrome d'aliénation parentale. Si ce n'est pas un problème, c'est bien que c'est parti et que ce n'est plus un problème en France. Alors, je sais pas du tout si ça va vous parler, mais c'est un petit peu les événements qui sont passés. Il y a deux choses qui sont passées aux États-Unis qui étaient assez intéressantes. C'est une réaction. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la violence conjugale? Et donc, la première réaction, c'était en 99, où on a les systèmes de protection infantile ont dit si la mère est victime de violence conjugale et que l'enfant est là, c'est une forme de maltraitance, c'est la négligence émotionnelle et il faut faire des signalements.
et il faut s'en occuper. Alors, quelquefois, ce qui se passe, c'est que les gens bien pensants qui veulent faire des choses bien font une loi, décident, mais il n'y a pas d'argent qui suit derrière. Donc, ils ont décidé de faire ça et tout d'un coup, les services sociaux sont trouvés complètement envahis par tous ces signalements. Ils ne savaient pas comment faire et ils ont changé d'avis. Ils ont décidé que ce n'était pas la façon de faire, de traiter la maltraitance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Chaque État a vraiment des définitions de qu'est-ce que c'est, et quand est-ce que l'enfant est témoin. Ça dépend ça change complètement. Il y a un État où si l'enfant est dans une autre pièce et que les parents se battent, ça on doit faire un signalement. Alors chez nous, on a, je ne sais pas si vous avez un mandatory reporting. Vous êtes obligé de faire un signalement. Vous n'avez pas ça. Nous, on a ça. Et si vous ne faites pas un signalement, vous risquez, en tant que prof, en tant que médecin, votre licence. Donc, les médecins, ils ont très peur. Ils font des signalements à droite, à gauche. Ce qui fait que, en ce moment, on parle qui n'est pas un mouvement qui est arrivé en France d'abolition, c'est-à-dire d'éclater complètement le système et d'éliminer le système de protection infantile. C'est un peu le discours qu'il y a. L'autre chose qui s'est passée, c'est en 2004, ça s'était passé en fait à New York, où c'était la famille, la mère, elle s'appelait Nicholson. Scopetta, c'était le directeur des services sociaux à l'époque à New York, où ils ont décidé que si la mère n'était pas capable de protéger l'enfant et de partir, c'était une forme de négligence qui s'appelle failure to protect. Automatiquement, ils enlevaient l'enfant de la garde de la mère. Les parents ont fait un procès à la ville de New York de la protection infantile qu'ils ont perdu, ce qui fait qu'ils ont été obligés de changer toute leur approche et de changer en formant, et c'est ça un petit peu le message, en formant les travailleurs sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a la violence domestique, et puis de rendre, au lieu de rendre la mère coupable de ne pas partir, de rendre le père accountable, je ne sais pas comment dire accountable, pas coupable, mais de le rendre responsable de façon à ce qu'il ne peut pas avoir la garde de l'enfant, sauf s'il est enregistré, qu'il va il va faire des traitements. Alors, il y a une approche un petit peu différente. Et si vous lisez cet article, c'est assez bien décrit, c'est-à-dire que au lieu de chercher à tout prix que la mère, que ce soit la mère ou la femme, révèle qu'elle a été victime de violences conjugales, on pose des questions ouvertes, mais on éduque. Et il y a une emphase sur aussi la protection des dossiers médicaux. Alors, je crois que je vais en parler un peu plus tard, parce que je crois que c'est un problème qui arrive en France, je crois. Alors, l'autre concept, et je crois que c'est un concept nouveau, parce que des fois, quand j'en parle, personne me regarde avec des grands yeux. On appelle ça Trauma Informed Care. Si vous regardez, vous tapez TIC, Trauma Informed Care, tout le monde parle de Trauma Informed Care partout. Ou alors soins tenant compte des traumatismes dont on parle. Ce qui veut dire que les traumas, il faut être conscient que les traumas, il y en a beaucoup. Qu'il faut, quand on travaille dans ce domaine en tant que soignant, il faut se rendre compte qu'on a peut-être nous-mêmes notre propre anamnèse de trauma qui va influencer la façon dont on va poser les questions, mais aussi se mettre face à ses parents. Ça veut dire qu'il faut qu'on se forme pour reconnaître les comportements de traumatisme et éviter surtout à retraumatiser. Souvent, on a des institutions, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais on a souvent des systèmes où on a, par exemple, aux urgences, on a la police. Et quelqu'un qui est difficile, même tout de suite, on a souvent des comportements qui sont assez agressifs. Donc, comment nos institutions peuvent retraumatiser ces victimes, c'est quelque chose auquel on doit penser. Donc, c'est l'idée de créer un environnement qui est soutenu. Et peut-être vous faites déjà tout ça, vous avez un système qui est peut-être plus
positif, de donner d'avoir un respect pour les malades, pour les familles, leur donner des choix, de ne pas se poser en médecin qui sait tout et voilà, je sais ce que vous allez faire ça, vous allez partir, etc. Ça, c'est ça. Et on revient, même si je parlais de ACE Score, pour vous dire qu'on en revient un petit peu parce que, en fait, il faut comprendre, poser des questions et peut-être avoir moins de jugement et mettre en place des choses qui sont peut-être protectrices. Documentation des dossiers, je ne sais pas si c'est un problème, c'est un vrai problème auquel je crois que toutes les institutions doivent réfléchir quand on travaille avec des familles ou de la violence conjugale, parce que vous ne pouvez pas écrire certaines choses dans le dossier de la mère où l'auteur peut-être va récupérer ça et vous allez la mettre encore plus en situation de danger. Donc, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend un peu des systèmes que vous avez, mais j'ai eu quelques cas quand j'ai assisté à des conférences à Maison de Femmes où c'était des vrais problèmes, où on met les dossiers, où on met les choses, ou alors il faut les mettre dans un code où ce n'est pas trop clair. Mais je crois qu'on ne peut pas ouvrir une UAPED ou et se mettre là-dedans sans réfléchir à comment on maintient la confidentialité, comment dans les dossiers, tout en essayant d'avoir quand même une relation avec des autres spécialités, de façon à ce que tout le monde soit sur la même page, mais sans mettre la femme en danger. Nous, on a ça s'appelle CARE Act, qui est arrivé, c'est juste après Obama, mais c'est mis en place l'année dernière. Un peu, ça dépend de chaque État. Ce qui veut dire, on m'a dit que ça va arriver en France. Quelqu'un m'a dit ça. Ce qui veut dire que quand vous voyez un médecin, le patient a automatiquement accès à tout son dossier sur son iPhone, vous avez ça aussi. Voilà. Oui. Et moi, il y a un an, ça a commencé où on avait traité une petite fille qui avait été maltraitée, où les avocats qui étaient très agressifs des parents étaient beaucoup plus intelligents que les avocats de la ville, ce qui fait qu'ils ont eu accès à mes notes beaucoup plus rapidement, et ce qu'ils ont fait qu'ils ont pu m'attaquer très vite, ou en demandant que l'enfant ne soit pas placé, etc. Je crois que c'est une vraie question auquel on doit, comment vous protéger. Je crois que ça dépend un petit peu où on est, si tu es à l'hôpital ou pas, comment ça se passe. Je vais allumer le micro. Voilà. Je pense que le droit français y répond, en fait. Je pense que ça soulève, les questions que tu soulèves sont passionnantes, très intéressantes, mais le droit français y répond. Tout d'abord, il répond par la question du secret professionnel, la question du partage d'informations à caractère secret qui est très encadré entre professionnels soumis au secret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi entre n'importe qui sur n'importe quel dossier. Ensuite, il y a la question de la transmission des dossiers, c'est-à-dire que depuis la loi Kouchner, donc 2001, le dossier médical appartient au patient, donc il appartient aux parents de l'enfant. Ça, c'est un sujet. Donc, quand l'enfant est victime de violence, le parent va demander son dossier. C'est un truc super fréquent qu'on a dans les services de pédiatrie. C'est mon quotidien depuis que je suis arrivée. Et donc, ces dossiers doivent être expurgés des données qui ont été recueillies auprès de tiers ou qui concernent des tiers. Donc, en fait, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on fasse, nous, attention dans la transmission de dossiers, dans l'archivage des notes. Et le dernier point, et ça, je le dis pour les professionnels qui sont dans la salle et qui ne sont pas forcément rompus à cette pratique, c'est que les pièces judiciaires qui sont les pièces qui sont l'information préoccupante, donc l'écrit, appelé en Basse-Normandie le RIP, le signalement judiciaire et le rapport sur réquisition des signaux à la justice ne sont pas des pièces formalisées du dossier médical et doivent être retirées du dossier médical, donc pas transmis aux familles. Donc je pense que le droit français prévoit vraiment largement les choses. Après, il y a la question de l'accès à l'espace santé partagé, ce que tu disais sur le... Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à chaque fois qu'on ait une veille pour les enfants. Alors juste, je fais une petite digression.
Dans le cadre des violences faites aux femmes, et on voit bien que les sujets ne sont pas partagés, les violences faites aux femmes, il y a eu une volonté politique que les certificats faits sur réquisition, donc à la demande des magistrats dans les UMJ, soient remis aux femmes. L'idée était que les femmes puissent avoir cette pièce-là, qu'elles puissent archiver chez les voisins, au bureau, etc., et qu'elles puissent s'en servir le cas échéant. Mais en fait, ce qu'on n'a pas pensé, ce que le législateur n'avait pas pensé dans cette circulaire du 31 du 31 mars 2021, c'est qu'il n'avait pas pensé aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, les titulaires de l'autorité parentale qui étaient maltraitants et qui pouvaient être maltraitants à l'égard d'un enfant pouvaient demander le certificat sur réquisition avec des éléments qui étaient tout à fait pertinents et qui pouvaient mettre en difficulté l'enquête, etc. Et il a fallu... alors, certainement l'intervention de politique, mais l'intervention de la SFPML a été très acteur. Et tous les mois, on a écrit à la chancellerie pour que cette circulaire soit retirée. Et aujourd'hui, si le parent est maltraitant, le certificat, je passe sous la responsabilité de nos amis légistes, mais le certificat ne sera pas remis à la famille. C'est-à-dire qu'on va renvoyer le parent vers l'enquêteur pour que ce certificat soit pas remis. Donc ça veut dire aussi que dans les situations où on s'occupe d'enfants victimes de violences, la question du droit et du juridique, alors quand on a une direction des affaires juridiques extrêmement présente, c'est un élément, un maillon essentiel, parce qu'en fait, on est tous les Monsieur Jourdain. Alors au Pays de Molière, on le dit, on est tous les Monsieur Jourdain du droit. On fait du droit tous les jours, droit de la santé tous les jours. Donc en France, je pense qu'on a quelques solutions. Il y a certainement plein de failles que je connais pas, mais en tous les cas, collectivement, si on les identifie, il faut aussi qu'on puisse œuvrer pour qu'elles soient, pour parer ces difficultés, quoi. Mais on a probablement un tout petit peu moins de difficultés. C'est possible. Et nous, on a aussi des avocats qui sont incroyablement agressifs. Donc, osez. Ouais. Un de nos avocats agressifs, il est aussi inscrit au barreau de New York. Donc, on compatit. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, on parle des dossiers. Alors, je pense qu'il y a... il y a plusieurs portes d'entrée, si on veut. Ça dépend si on est, encore une fois, à la maison des femmes, à une APED ou en cabinet de ville. Donc, c'est un petit peu les choses auxquelles on a pensé. Mais la première chose, c'est vraiment de reconnaître la violence conjugale. J'ai encore combien de temps là? Ce que tu veux, la soirée, la nuit. Non, mais... Il est 21h20, donc non, vas-y. J'ai trouvé ces statistiques. Un médecin généraliste reçoit entre 2 ou 3 femmes victimes de violences conjugales par jour. 3 médecins sur 4 ignorent la situation de violence. C'est quand même énorme. Je pense que les médecins américains sont pareils. Hein. Les médecins ne veulent pas faire du social, ne veulent pas poser la question. Nous, on a encore moins de temps. On a maintenant 15 minutes pour voir un malade. Pas moi, mais les médecins à l'hôpital, etc. La plupart du temps, vous regardez pas le parent, vous regardez votre moniteur, etc. Moi, je crois que les gens ne posent pas la question. Et il faut se former. Ce que je disais avant, je crois qu'il faut commencer à l'école de médecine. Alors, je ne sais pas si l'école de médecine, les résidents, etc. Moi, je sais qu'on fait de la formation avec les résidents de pédiatrie. Je leur dis, même s'il y a des questions dans les dossiers médicaux qui sont électroniques, c'est des mauvaises questions. Mais je pense qu'il faut commencer. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi, j'avais beaucoup de jugements. J'étais en colère contre ces femmes qui ne partaient pas. Je disais, mais pourquoi elles ne partent pas ? Jusqu'au moment où, quand vraiment c'est l'emprise, il faut se former. Et puis, c'est comme quand, au moment, je me souviens du sida, il fallait poser des questions sur l'histoire de la sexualité. On n'est pas formé. Maintenant, c'est les transgenres. Comment on pose des questions quand on n'a pas été formé ? Il faut vraiment se former et se dire, je ne sais pas, je vais apprendre. C'est un peu le principe quand on interviewe les enfants, c'est des questions ouvertes. Être conscient de ses propres jugements et puis savoir
j'ai appris ça à mes dépens. Quand vous posez la question et que quelqu'un dit oui, ben, d'être prêt à qu'est-ce que vous faites avec un oui, pas paniquer, etc. Surtout, c'est souvent un vendredi à 5-6 heures du soir avant un long week-end, ou etc. C'est être prêt. Si on dit oui, quelles sont les associations avec lesquelles vous travaillez, comment faire un signalement, comment faire pour vous un certificat, etc. Il faut vraiment penser à tout ça. Donc, et puis valider. Je pense que, bon, encore une fois, c'est peut-être des choses que vous faites ici assez facilement. Merci de partager cela avec moi. Ce n'est pas facile d'en parler. C'est difficile de parler de ces violences. Dites-moi, et puis, il faut écouter. Ce n'est pas simplement poser la question sans jugement, c'est être prêt à écouter. Et quelquefois, c'est des horreurs. Je veux dire, c'est pas aussi facile. Quand on entend, moi je rentre, j'écris. Moi, quand je peux plus écouter, je rentre chez moi et j'écris. Mais il faut écouter sans jugement et tout en ayant une écoute et en se disant en même temps, qu'est-ce que je vais faire après avec cette information? Donc, valider, merci de me faire confiance pour que je puisse vous accompagner le mieux que je peux. Vous n'êtes pas seul. Et puis donner des choix. Je pense que quelquefois, quand on est médecin, soignant, je crois que les médecins, ils sont plus fautifs que d'autres soignants, de penser qu'on sait tout et qu'on va dire voilà, dans notre autorité, on va dire voilà ce que vous faites. Non, il faut donner le choix, qu'est-ce que vous en pensez, en sachant que quand les femmes partent, c'est le moment le plus dangereux pour elles, où elles risquent la mort. Et puis, la maltraitance, ces problèmes de violence conjugale, on ne peut pas travailler seul. Pour essayer de discuter, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux faire. Protection de la mère et protection de l'enfant sont indissociables, ça c'est clair. Comment on prend les enfants en charge. Donc, évaluer le danger, je pense que vous savez faire ça. Donc, pour protéger la femme, si effectivement, s'il n'y a pas d'enfant, c'est une question un peu différente. Mais quand protéger la mère, quand on fait un signalement, c'est aussi important, je veux dire ça, parce que j'ai vu des choses quelquefois je trouvais qu'on pourrait faire quelque chose un peu différent. On ne peut pas interviewer une mère où on pense qu'il y a une violence conjugale. On ne peut pas poser ces questions avec un enfant dans la pièce. On ne peut pas faire ça. J'ai vu des choses, je dis, non, on ne peut pas. Alors, si l'enfant, on disait toujours, si l'enfant a moins de 3 ans, bon, c'est peut-être plus facile, mais on n'a peut-être pas toujours les moyens. Il faut penser à ça aussi quand on a un UAPED, qui va être à la salle d'attente, s'occuper de l'enfant, une puéricultrice, comme on disait, qui est sans doute bien formée pour voir si justement il n'y a pas des carences au point de vue des développements, mais vraiment avoir un entretien, parce que l'enfant va rentrer à la maison puis va dire au père ce qui s'est passé. Donc, il faut vraiment avoir pensé à ça à l'avance, faire des signalements. Je pense que c'est important de se demander, est-ce que cette mère, elle est capable de protéger son enfant? Je crois que c'est pas être anti-féministe de dire ça. On sait qu'il y a souvent, comme je disais, la mère peut être dépressive, elle peut être abusive, ou elle peut utiliser... Alors, les toxicamanes, j'en ai pas vu beaucoup dans les maisons de femmes. Je pense qu'elles arrivent différemment, où il y a une autre... point d'entrée, mais est-ce qu'elle est capable de protéger l'enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut protéger l'enfant si elle n'est pas? Et puis protéger l'enfant, faire des évaluations, donc pas seulement de l'enfant, mais toute la fratrie, et puis l'éducation, éduquer la mère, ce qu'elle peut faire, et puis aussi de l'instruire sur ce qui s'est passé, sur les effets secondaires et comment elle peut reconnaître ça. Dans les évaluations des enfants, il faut qu'il y ait une évaluation du développement, des comportements. Alors, interroger les enfants, tout dépend où on est. Je sais qu'ici, quelquefois, vous faites sur constat ou sur réquisition, mais je crois qu'on peut interviewer l'enfant, encore une fois, quand on est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, quand tes parents crient, etc., pour faire décider quelle est la meilleure chose à faire, si je dois faire un signalement ou pas. Il faut absolument chercher d'autres maltraitances, c'est clair, la littérature nous le dit. Il faut examiner ces enfants.
J'ai retrouvé une fiche, tu as dû en faire partie en 2005 ou je sais pas, de maltraitance chez l'enfant dans les hautes études de santé qui... Non, j'en ai pas fait partie, mais c'est effectivement une fiche réflexe HS. Oui, qui est très bien, qui en fait conduit à tenir comment on peut chercher. Et vérifier que l'enfant ne soit pas en danger. Alors, je pense que le père qui menace de se suicider avec l'enfant ou même sans l'enfant, ça c'est des choses en danger. Et vous avez donc ici aussi soit le signalement, soit la prise en charge avec le CRIP. Alors, je ne sais pas trop, excusez-moi, où sont les traitements. Je crois qu'il y a des pédopsychiatres peut-être qui vont nous dire, oui, tu vas dire ce que tu fais, mais je pense que il y a quand même depuis les 5-10 dernières années, il y a quand même beaucoup de modalités qui sont probantes, avec des éléments probants, ce qu'on appelle evidence-based, trauma focus therapy pour les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Il faut vraiment mettre des thérapies qui marchent, pas du play therapy qui marche pas. C'est difficile et je veux dire, il y en a pas beaucoup, mais je crois qu'il faut les développer. Et puis, encore une fois, l'éducation et la prévention. Tout ça pour dire encore une fois que c'est important de travailler ensemble. C'était dans les années 2000 où il y a une assistante sociale qui a travaillé, Schechter, qui ont développé un livre qui s'appelle le Green Book, Conduite à tenir dans les violences conjugales. Et ils ont fondé quelques unités. C'est travailler avec l'équivalent de l'ASE, la protection infantile, pour les former. Quand vous voyez des articles, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux disent qu'ils ne sont pas formés du tout. Donc, on ne peut pas attendre d'eux des choses on ne peut pas être en colère contre eux quand on ne les forme pas. Donc, d'avoir des protocoles. Nous, maintenant, à New York, on a une unité au niveau de la protection infantile. Ils ont des consultants de violences conjugales. Donc, pour leur enseigner, pour leur dire ce qu'il faut faire. Et la plupart des cas, souvent, sauf s'il y a des signalements que l'enfant doit être protégé, les autres, ils sont donnés aux communautés. Tous les enfants qui auraient besoin de traitement ne les reçoivent pas. Hein. Je crois qu'on a un manque soit d'avoir des traitements probants ou simplement, ou des fois les parents qui ne veulent pas, mais on n'a pas forcément la capacité. Et puis, partager les données, je crois nous, on a la confidentialité, quand il y a la maltraitance, ça saute. Hein, on n'a pas... Et je pense que j'ai aussi vu des UAPED qui trouvaient le moyen d'être très flexibles et de travailler avec la justice. Je pense qu'il faut toujours, on a aussi, j'ai entendu souvent que le procureur et le civil, ça marche pas très bien ici, les choses sont très parallèles. Je crois qu'il faut forcer ça. Je veux dire que s'il se passe quelque chose au pénal, il faut être sûr que on garde les conversations au civil. Et moi, si j'ai appris quelque chose en 30 ans de faire ce travail, c'est de mettre tous les gens autour d'une table et puis de se parler. Parce qu'on a beaucoup que ça soit un policier, un procureur, quelqu'un de l'ASE, une assistante sociale, et parce qu'on est là, on veut la même chose, mais on se tape dessus ou alors on se comprend pas. C'est souvent, et je pense que avoir des discussions, essayer d'avoir des protocoles et des moyens de se donner l'information, pas de se cacher. Ah non, je peux pas, c'est confidentiel. En fait, j'étais contente de voir que c'est pas traduisible en français, mais c'est Respect, un programme pour prévenir la violence conjugale. En fait, prévenir la maltraitance, c'est une façon de prévenir les violences conjugales. Donc, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble. Ça se propose, je pense qu'on fait tous un peu ça, les relations
ce qui est former les relations, donner du pouvoir aux femmes, assurer qu'il y a des services. Souvent, la pauvreté, la précarité, c'est derrière tout ça. Donc, comment on travaille là-dessus et changer les attitudes. Voilà quelques-unes de mes références. Et voilà, j'adore je ne sais pas si c'est un peu trouble, mais c'est quand je marche dans Harlem pour aller au centre, il y a une école et ça m'inspire toujours. Il y a toujours un moment où vous devez choisir ou bien de rester silencieux ou bien de se mettre debout. Merci infiniment, Jocelyne, pour cette belle conférence vraiment riche. Alors maintenant, la parole va être et au chat. Alors, pour ceux qui sont à distance, on a 65 personnes qui sont à distance, 62 maintenant, si vous voulez poser des questions. Et la parole est à la salle, bien sûr. La première question est toujours la plus difficile à poser. Je voudrais juste rajouter peut-être quelques éléments par rapport à ce qui s'est dit. Tout d'abord, dire que la clinique de la violence est une clinique particulièrement contre-intuitive. Effectivement, ça s'apprend dans les facultés de médecine, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail avec l'idée que cette formation doit être vraiment graduée. C'est-à-dire que probablement qu'au début des études, on doit travailler sur les compétences psychosociales et le vivre ensemble des étudiants, puis ensuite travailler à une connaissance académique, puis se mettre en situation dans quelque chose probablement de plus modélisé ou de l'ordre de la de la simulation aussi en santé, avec toujours cette idée que je trouve que tu as vraiment magnifiquement développée sur comment est-ce qu'on fait pour être à côté d'eux et non pas en face à face ou avoir raison. C'est-à-dire que c'est vraiment une posture qu'on doit apprendre à nos étudiants dans les situations auxquelles on est confronté. Donc ça, je trouve que ce point me paraissait vraiment important. Le deuxième point important, c'est vraiment le lien entre les violences subies et les violences agies. On le voit à tout niveau. Et peut-être que c'est vrai qu'on aura un peu plus d'émotions vis-à-vis de ces adolescents notamment, ou de ces enfants qui sont vraiment très agressifs, très désagréables, qui nous remettent en cause. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que le lien entre ces violences subies et ces violences agies, il y a eu beaucoup de travaux sur le sujet, ils sont vraiment très, très importants. Et puis le dernier point, notamment par rapport au dépistage, enfin le dernier point, il y en aurait des milliers de points, mais bon, il faut que j'arrête d'être bavarde. C'est que notamment sur l'outil carnet de santé, qui est un bel outil français, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé, alors Société française de pédiatrie médico-légale, pour faire entendre notamment à la DGOS la nécessité de mettre dans le carnet de santé que l'autorité s'exerce sans violence. C'est la loi du 10 juillet 2019 qui est une loi sur l'autorité parentale qui maintenant, si vous allez au mariage régulièrement, vous l'entendrez. Donc l'autorité parentale s'exerce sans violence. Et c'est peut-être aussi un outil qu'on va pouvoir utiliser dans les carnets de santé, au même titre qu'on peut utiliser des outils sur le couchage ou sur la propreté, que sais-je. En tous les cas, ça va être quelque chose qui sera un outil, et on attend avec impatience le futur carnet de santé. Mais j'arrête, je suis trop bavarde parce qu'en plus, on a des collègues dans la salle qui ont des questions. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une remarque et une question. La première remarque, c'est je suis un ancien médecin de protection maternelle et infantile, et à présent, je suis élue au conseil départemental en charge de l'enfance. Et je partage complètement votre idée qu'il faut qu'on se parle beaucoup plus entre institutions, mais c'est extrêmement compliqué, en fait, de pouvoir mettre autour de la table dans un esprit commun pour avoir une culture commune ou organiser des formations communes, la justice, le département, les médecins. Enfin, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de blocages pour faire ces actions en commun. Et bon, je le regrette et j'espère qu'on va réussir à avancer. Ma question, c'est
vous l'avez évoqué tout à l'heure, et notamment pour les petits garçons. Moi, j'ai le sentiment qu'on arrive à mettre à l'abri les enfants. Dans le meilleur des cas, on arrive à les mettre à l'abri, mais alors je vais le dire un peu simplement, j'ai l'impression qu'on ne les répare pas suffisamment et qu'ils ressortent soit parce que le juge a décidé qu'ils repartaient dans leur famille, soit la majorité fait qu'ils ressortent de l'aide sociale à l'enfance, mais qu'on n'a pas réussi à leur redonner la substance et à réparer tous ces traumatismes. Et dans le système français, je ne sais pas ce qu'il en est aux États-Unis, on a vraiment un déficit au niveau de la pédopsie. On n'a pas assez de psychologues. Enfin, on a vraiment des difficultés pour orienter les enfants vers de la réparation. Je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe. Qu'est-ce que vous préconisez pour justement réparer, rééduquer, redonner de la vie à ces enfants, et notamment les petits garçons qui risquent de passer à l'acte fortement quand eux-mêmes seront pères? Merci pour cette question. Je crois qu'on peut aussi faire mieux. Je crois qu'effectivement, on n'a pas toujours toutes les ressources. Et je pense je suis d'accord qu'on pourrait faire davantage. Je pense que il y a quand même beaucoup de modalités qui ont été développées. C'est peut-être des choses assez courtes, de 6 semaines, de EMDR, je ne sais pas comment on dit EMDR. EMDR, Rapid Eye Movement. Qui sont... Puis bref, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, il y a beaucoup de psychologues et aussi d'assistants sociaux qui se forment à ça. Donc, je pense que ça peut être utile. Et encore, je n'ai pas bien visité les centres ici. On m'a dit qu'il y avait des centres de traumatisme qui marchaient assez bien. Je connais. Ouais, Tu vas peut-être t'aider à en parler un peu. Mais je pense que peut-être qu'il faut il faut sortir du pédopsychiatre et utiliser des psychologues, des assistants sociaux, hein, et puis utiliser comme ça des modalités. Il y a quand même beaucoup de recherches là-dessus. Moi, quand j'ai parlé d'évidence-based en France, on m'a souvent regardé avec comme ça des yeux. Nous, on ne fait que evidence-based, c'est-à-dire qu'on peut, c'est quand même, il faut évaluer ce qu'on fait, et quand il y a eu des bonnes études et qu'on sait que ça marche, en sachant que quelquefois les études sont, c'est pas pour, surtout chez nous, c'est peut-être ça s'applique pas aux familles les plus précaires, racialisées, etc. Mais il faut les mettre les appliquer et peut-être avoir des modalités plus courtes. Et puis je pense qu'il faut aussi réparer le reste de la famille. C'est pas simplement l'enfant, c'est aussi les parents. Mais je crois que on fait au mieux. Quelquefois, je crois qu'on pourrait toujours faire un peu plus. Je vais juste me permettre de compléter parce que c'est... alors, je sais pas, il est tard ce soir, ma journée a été longue, je me suis levée à 4 heures. J'espère que je ne vais pas être sans filtre. Hein. Je suis toujours un peu agacée, excusez-moi, par la question de la santé psychique des enfants qui est toujours extraite de la santé globale. Et en fait, bien sûr qu'il faut des soins psychologiques, mais en fait, il faut des soins en santé. Et l'enfant n'est pas que psyché et que simple psyché. Et dans une famille, il n'y a pas que la psyché de l'enfant. Donc en fait, ces enfants, ils ont besoin de soins globaux. Et je suis, moi, effarée en tant que praticien de terrain de voir des enfants dans des situations de violence conjugale qui ont des carnets de santé vides, avec des traumas physiques. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'ils aillent chez le psychologue. Donc, je crois que l'évaluation, ce qu'on propose dans les UAPED, ce qu'on propose en termes de pédiatrie médico-légale, c'est une évaluation globale qui intègre la santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire la santé physique, psychique, sociale. Donc, bien sûr qu'il faut des psychologues, mais je partage complètement ton avis, Jocelyne. Il faut aussi une prise en charge en santé globale.
Et c'est vrai aussi que, alors je cite, hein, je pense que les Nantais nous regardent, la question de santé protégée, qui est un dispositif qui existe dans les Pays de Loire, qui a été mis en place par l'équipe de Nathalie Vabre. L'idée de santé protégée, c'est vraiment cette prise en charge en santé globale. C'est-à-dire que quand votre adolescent qui a vécu des violences conjugales à 14 ans va tout péter chez lui le samedi soir, est-ce que c'est le psychologue que vous allez appeler? Bien non. Vous appellerez le somaticien, les urgences. Donc en fait, c'est ce maillage-là qu'il faut qu'on réussisse à trouver. Et voilà, je pense qu'il y a aussi, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on agisse en santé globale avec des axes de réflexion qui sont des axes, bien sûr, du psychotrauma, qui sont des axes de santé sociale, qui sont des axes de santé somatique pour les plus importants à décliner. S'agissant effectivement des centres de psychotrauma, en France, il y a un centre de psychotrauma par région. Avec ces centres, ils ont été mis en place. Alors, je parle dans une région où il y a un centre de psychotrauma, donc sous le contrôle de pédopsychiatres éventuellement dans la salle. Mais ces centres de psychotrauma, ils ont été mis en place dans le but de prendre en charge les psychotraumas dans les post-attentats. En fait, c'était ça. Alors, initialement, pas de différence entre le psychotrauma simple et complexe, enfin voilà, et pas trop de différence entre les adultes et les enfants. Donc on voit bien combien, quand on est exposé à du psychotrauma complexe, on peut aussi avoir un risque de surexposition à du psychotrauma simple. Enfin voilà. Donc en fait, c'est toutes ces intrications-là qui justifient d'être traitées. Et nos collègues pédopsychiatres dans ces centres-là sont tout à fait au fait de ça, puis bien plus que moi d'ailleurs, et tout à fait au fait de la nécessité d'un fléchage enfant. Donc je crois que c'est vraiment deux éléments, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse quand même en termes de santé globale. Et le traitement des situations de violence, c'est déjà de réassocier les enfants dans ce qu'ils sont. Et je pense que quand on les traite sur un pan de leur santé, peut-être qu'il faut qu'on pense à ne pas exclure l'autre, quoi. Voilà. Même à 4 heures du matin, même levé à 4 heures du matin, j'ai réussi à pas trop me fâcher. On a des questions dans le chat. Juste... Oui, bien sûr. Je lis les questions dans le chat après. Je vais rajouter deux choses. Peut-être c'est évident, mais une chose qui s'est passée après Covid, c'est de faire beaucoup du télémédecine pour la santé mentale. Donc, c'est aussi peut-être, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est qui est peut-être plus facile. L'autre chose, c'est au niveau de l'école. C'est vraiment d'avoir aussi des psychologues au niveau scolaire qui peuvent aider l'enfant directement au point de vue psychologique, au point de vue mental, à l'école directement, ce qui fait que c'est aussi plus... Bonsoir. Remettre des dépistages en école maternelle avec des médecins de PMI qui peuvent faire ce travail-là, parce que très souvent, elles ont tellement d'autres missions, ou ils ont tellement d'autres missions que le dépistage, il n'est pas fait correctement, le maillage, il n'est pas fait correctement. Et je voudrais dire aussi que avec l'école, on a beaucoup de mal aussi, nous, à rentrer par la porte de l'école. Et il faudrait vraiment que chaque enseignant se sente concerné dès qu'il détecte un retard de langage, un retard de développement, qu'il soit très attentif, et que chaque professionnel qui côtoie les enfants soit très engagé et voilà, très impliqué. Après, la question que vous posez, elle est intéressante. Et la question, c'est dépistage ou repérage. Et ça, je pense que c'est un sujet quand même. Hein. C'est vraiment un sujet. On a des questions dans le chat. Je vous passe la parole tout de suite après, auxquelles je suis bien infichue de répondre. Donc, Jocelyne, je te les pose. Donc, à partir de quel âge est-il possible de proposer des thérapies focus trauma aux enfants? Je ne sais pas répondre. Si tu as une idée, si quelqu'un dans la salle a une idée, la personne... Leur modalité, mais que j'avais là, la CPP qui a été... nous, on fait à Columbia, ça se fait entre 0 et 5 ans. Donc, c'est des modalités adaptées. Donc, c'est une forme de trauma focus, mais pas avec le narratif, etc. Je crois que c'est Van Horn, je me souviens de son nom, mais ça, c'est 0,50. Donc, il y a et ça marche bien. Il y a des bonnes études là-dessus. Et l'autre question, alors je les lis. Hein. Alors,
Est-ce qu'il y a des échelles d'évaluation pour les travailleurs sociaux sur les violences conjugales? Moi, je ne sais pas répondre à ça, je n'en connais pas, je ne sais pas. Des échelles d'évaluation sur des enfants victimes de violences conjugales qui seraient Pour les pour les travailleurs sociaux. évaluations. Je travaille dans le département de la Manche. Il y a des petits livres qui sont en train d'être distribués à destination des enfants, où en fait, c'est sur des illustrations simples, on leur explique ça, on n'a pas le droit de te le faire, ça, on n'a pas le droit de te le faire, et ça, et ça. Ça reprend plusieurs petites scénettes que l'évaluation l'enfant peut se protocole saisir déjà pour établi. éventuellement alerter sans devoir mettre des mots dessus. Après, la Mais question, pour les travailleurs sociaux, la question était celle de grille d'évaluation plus que d'outils comme ça qui sont très utiles, quoi. Je ne connais pas, sauf de les former sur, encore une fois, reconnaître les signes, mais les grilles, je ne suis pas sûre. Alors, une question de Cécile, dans les enquêtes judiciaires pour violences conjugales, répondez-vous à des réquisitions judiciaires pour réaliser des examens médicaux spécifiques eu égard aux lésions dont vous parliez pour les jeunes enfants? C'est-à-dire, est-ce que dans les Child Advocacy Center, on voit des enfants dans des contextes de violences conjugales avec des mères victimes de violences et on les évalue pour savoir si les enfants ont des lésions? En France, ça se fait, si Cécile est notre enquêtrice préférée rennaise. Mais Est-ce qu'elle veut dire, donc, s'il y a des violences conjugales, qu'il y a des enfants, mais que les enfants n'ont rien dit? c'est dans les Child Advocacy Center. Non, pour aller au Child Advocacy Center, il faut un signalement. Donc, il faut que déjà il y a une. Oui, mais en fait, la question se pose dans les enquêtes judiciaires. Donc, en fait, il y a déjà le signalement. S'il y a une enquête judiciaire qui a quelque chose, c'est-à-dire on ne va pas chercher s'il n'y a rien. Donc, s'il y a déjà une déclaration ou un examen physique, même sur un examen simplement sur l'émotionnel, quelquefois c'est difficile de faire des évaluations. Ça dépend un petit peu des cas. Si c'est une custody, s'il y a des conflits, peut-être. S'il y a un avocat derrière, peut-être, mais pas systématiquement, si je comprends bien la question. Après, une question qui nous vient sur comment puis-je me former sur cette problématique? Avez-vous des livres à recommander? Alors, il y a un livre à recommander. On est d'accord, vous savez lequel c'est? C'est le livre de pédiatrie médico-légale, dans lequel nous avons écrit. Non, mais est-ce qu'il y a plus des livres sur les violences conjugales, peut-être, que tu recommanderais? Je pense que l'Académie de pédiatrie a beaucoup de choses. Si vous... cet article qui est 2022, c'est 22, en fait, a aussi... de l'Académie de pédiatrie, il y a comment parler aux enfants, c'est vraiment très bien fait, mais aussi comment reconnaître c'est Zachary et c'est 2023 en fait, c'est pour ça, ça vient d'être publié. Alors je vous conseille de regarder dans l'Académie de pédiatrie, il y a beaucoup de choses pour les parents, pour les enfants et puis pour les professionnels. Ok, donc pour revenir à notre demande sur médico-judiciaire, pour confirmer les dires d'un enfant ou pour attester des violences conjugales dont il est victime quand il n'est pas en capacité de dire. C'est-à-dire, est-ce que les enfants petits, mais ça revient à ce que tu disais aussi sur des violences au sein d'un couple avec un enfant dans les bras petit, il faut être opiniâtre pour chercher des lésions. Je pense que c'est des enfants qu'il faut hospitaliser, quand bien même on a peut-être l'idée qu'ils n'auraient rien. Je pense que ça répond à la question, peut-être. Tu veux peut-être dire un mot. Je crois qu'on ne fait pas ça assez, mais je crois que j'ai vu ça ici, c'est d'hospitaliser l'enfant pour faire une... nous, le problème de faire ça, c'est qu'on n'est pas payé. Donc, c'est vrai, c'est malheureusement. Donc, si personne rembourse, c'est assez difficile. Mais je crois que l'hospitalisation, ça permet de protéger l'enfant, ça permet de faire une évaluation et aussi de mettre toutes les personnes qui doivent être autour de la table, de les réunir et de se poser vraiment là. Donc, ça, c'est toujours une possibilité. Qu'est-ce que c'était l'autre question? C'était le petit, c'est toujours difficile.
Effectivement, s'il y a une fracture et qu'on dit, ben voilà, la fracture, elle était là, mais moi, j'ai tendance à être agressive parce que je pense que quand on peut voir les choses, c'est plus facile pour protéger tout le monde et personne n'est dans le déni. Mais ces évaluations, les petits, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Après, il y a un autre point peut-être qu'on peut rajouter à la discussion, notamment s'agissant des petits, et puis ça va répondre à une remarque qui est dans le chat hein, sur un livre intéressant, celui de Myriam Pearson, Le bébé maltraité, se tait mais il parle, aux éditions Duno. Effectivement, c'est un livre qui a été publié récemment. Je pense que c'est important peut-être de rappeler l'expression. Alors en plus, Georges Pichereau était en ligne, alors je voudrais vraiment lui rendre hommage, puis il te salue. Georges Pichereau, donc pédiatre au centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui a mené une grosse étude hein, sur douleur et maltraitance. Et on sait qu'à traumatisme équivalent, les enfants qui présentent des lésions traumatiques et qui sont victimes de violences ont une expression douloureuse perçue par les familles et par les soignants inférieure à la population de référence. Donc je crois que c'est encore ce qui m'amenait à dire tout à l'heure combien la clinique de la violence était contre-intuitive. Donc peut-être que c'est un point aussi qu'on peut amener dans notre escarcelle pour dire combien il est important de faire des bilans exhaustifs à ces enfants, de ne pas se fier aussi à une apparente normalité dans ces situations. C'est aussi ces bébés qu'on voit de temps en temps, mais vous les voyez comme moi, c'est-à-dire le couple se déchire, se jette des des livres à la figure, hein, ou alors plutôt des smartphones, enfin que sais-je, et on a des enfants qui rient ou qui sourient dans les bras des parents et qui sont absolument pas terrorisés comme si c'était leur quotidien. Donc je crois que c'est aussi intéressant. Mais la question de la douleur, en tous les cas, et on peut donner les références de cet article, et on peut surtout remercier Georges Pichereau de la qualité de son travail sur cette grosse étude. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Ah, voilà, dans la salle. Et je suis actuellement aussi élue au sein du département dans la commission enfance, et aussi nous sommes présidentes toutes les deux du conseil de famille. Donc, effectivement, on ne gère pas du tout l'enfance comme vous l'occupez, puisque nous, on a les enfants qui sont déjà placés, ou en laissement familial, ou simplement placés en famille d'accueil. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est une réflexion par rapport à mon exercice. Donc, j'ai été 40 ans médecin généraliste dans le coin. J'ai donc formé une trentaine, voire une quarantaine d'internes qui ont fait ou pas pédiatrie, parce que plein ne pouvaient pas faire pédiatrie, et je me suis aperçue qu'on leur apprenait pas grand-chose. Et qu'on ne peut pas dire que les examens des Toubib ne sont pas toujours bien faits, parce qu'on ne leur apprend pas si bien que ça. Moi, deux points. L'un, c'est que vous avez tout à fait raison, qu'on ne sait pas les former, et on est responsable, toi, Martine, comme moi, avant de... Moi, je suis responsable, je suis coupable peut-être. On est tous, enfin, je pense qu'il faut, peut-être qu'il faudrait insister au niveau des études de médecine, de le faire, que ça soit pour la violence conjugale ou que ça soit pour, on parlait de l'examen génital des petites filles, c'est pareil. Je crois que ça n'a pas changé énormément, hein. Ça n'a pas changé. L'autre chose, c'est que les familles d'accueil, je pense qu'on a besoin de faire beaucoup de travail là-dessus. Je crois qu'il y en a, ouais. Nous, on s'est beaucoup investi dans les 10 dernières années sur vraiment comment on appelle ça aging out of foster care, c'est-à-dire les enfants qui sortent à 19 ans, qui sont vraiment, on n'a rien fait. C'est un peu mieux, mais je crois il y a aussi de la maltraitance dans les familles d'accueil, il faut quand même le dire. Je crois que c'est il faut s'y mettre. Je veux dire, il faut demander encore une fois des bilans, des traitements, etc. Je crois que on fait pas assez, et il y a encore beaucoup de maltraitance. Je suis complètement d'accord. Après, l'idée quand même aujourd'hui de sortir ces sujets des violences grâce aux conférences dont parlait Guillaume au début,
c'est de mettre en avant ce sujet des violences qui est quand même un peu, qui s'infiltre partout, qui s'infiltre dans le champ du handicap, de la vulnérabilité, des troubles des acquisitions, de la protection maternelle infantile, enfin, la pédiatrie, que sais-je, enfin voilà, des maladies chroniques. C'est tout l'enjeu de le rendre plus lisible et en même temps d'avoir auprès de ces enfants, puisque enfin, nous deux sommes pédiatres, enfin voilà, d'avoir auprès de ces enfants une médecine d'excellence en fait. Et c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir un souci collectif sur la violence tout en ayant un traitement individualisé des violences. Et moi, c'est aujourd'hui notre préoccupation, notamment dans les articulations à penser avec les maisons des femmes. Enfin, pour ne citer qu'elles, hein, voilà, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour traiter ce facteur de risque qui est majeur tout en le traitant à hauteur d'enfant. Et il y a un sujet, déjà rien qu'un sujet, ce que je disais en introduction, sur la définition, c'est-à-dire que quand vous voyez le rapport qui s'appelle le rapport rouge vif, si vous tapez le rapport rouge vif, vous tapez le nom enfant dedans, vous verrez le nombre d'occurrences, et UAPET, il y a 2 occurrences, dont une en bas de page. C'est dire aussi que quand on énonce une terminologie, les mots ont un sens. Et du coup, les violences intrafamiliales à hauteur d'enfant, c'est pas que les violences conjugales. C'est-à-dire que c'est toute cette kyrielle, toutes ces violences qui s'accumulent les unes aux autres et les violences qui appellent les violences. Moi, il y a un truc aujourd'hui qui me soucie beaucoup. On parle beaucoup du harcèlement à l'école. Et quand on parle du harcèlement à l'école, à aucun moment on évoque la question des violences conjugales, des violences éducatives ordinaires. C'est très étonnant quand même. Donc c'est quand même un sujet à prendre à bras le corps, me semble-t-il. Peut-être tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais vous remercier. Merci pour le travail que vous faites. Non, je pense. Ah bah ça, oui. Ouais. Oui. Merci d'être là si tard. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être en haut? Vous êtes haut perché là. Il y a des docteurs juniors de pédiatrie qu'on voit loin. Donc, vous n'avez pas d'autres questions? On peut donc clore cette session de notre co-session ERN, Université Caen Normandie, EPRED, Société française de pédiatrie médico-légale. Et te remercier vraiment vivement, Jocelyne, et te dire combien on aura plaisir à te retrouver en France et peut-être te voir Absolument. à New York. Venez.